Bonjour, nous sommes encore en 2022 et bien sûr 2023 va arriver très très vite et avec 2023, eh bien, de nouveaux ateliers, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnalités, de nouveaux formateurs. Et pendant ce premier semestre 2023, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, ce seront 16 ateliers qui vous seront proposés. 16 ateliers et quelque chose qui n'a pas vraiment été décidé, mais qui s'est fait comme ça, de manière un peu naturelle, avec une forte prédominance féminine, puisque 10 des ateliers seront présentés par des femmes et 6 par des hommes. Et peut-être c'est une sorte de message qui nous relie à Milton Erickson. Bon, Milton Erickson, bien sûr, un homme, mais une des premières caractéristiques, quand on voulait décrire l'hypnose ericksonienne dans ses débuts, quand moi j'ai appris, eh bien, c'était de parler d'hypnose féminine. L'hypnose directive étant masculine, plutôt, et l'hypnose indirecte, l'hypnose métaphorique, une sorte d'hypnose plus douce, eh bien, une hypnose féminine. Alors on verra en cours d'année si cette idée générale se vérifie. En préparant aussi cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y a certaines caractéristiques qui se dégagent de beaucoup d'ateliers, comme s'il y avait une espèce d'ambiance générale qui montre une sorte d'évolution de la pratique de l'hypnose aussi au fil du temps. Une de ces grandes évolutions, c'est l'implication du corps dans la transe. Bien sûr qu'une transe hypnotique a toujours été orientée vers le corps, mais c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. C'est vraiment faire des transes corporelles, observer le corps, impliquer le corps. Et là aussi, je pense que ça rejoint Milton Erickson, parce qu'au départ, on regardait l'aspect psychique ou mental de l'hypnose, et aujourd'hui, et comme le faisait Erickson, on fait beaucoup plus, entre guillemets, travailler le corps du patient, du thérapeute. Et ça, c'est assez nouveau, et c'est un peu comme si on était en train, collectivement, en tout cas à Émergence ici, d'intégrer une grande partie du travail d'Erickson. Pas seulement la transe formelle, qui a été le point de départ pour développer l'hypnose ericksonienne, mais aussi toutes ces transes intuitives, comme le dira Guillaume Maté, ces transes spontanées, comme dit Teresa Robles, ou ces micro-transes, comme je le dis moi-même, comme si on était en train aussi de se rendre compte qu'en fait l'hypnose c'est ici et maintenant, c'est intuitif, c'est simple. Même s'il y a des grandes techniques hypnotiques dont on a besoin, absolument besoin, il y a aussi des techniques hypnotiques immédiates, courtes, rapides, et qui sont mises en œuvre dès les premiers moments d'une rencontre. Mais j'y reviendrai. À travers aussi l'ensemble de ces ateliers, je me dis que l'orientation écologique de l'hypnose, qui a toujours pour moi été une évidence, écologique dans le sens où on active des ressources qui sont naturelles, qui sont déjà là, qui sont déjà présentes. Eh bien, ouais, c'est ça, on est dans une sorte de contrat écologique. Contrat écologique et contrat humaniste à chaque fois qu'on est là aussi pour aider quelqu'un à utiliser ses propres ressources, lui apprendre à faire avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, avec son histoire, et le rendre plus libre par rapport à toutes ces influences qu'il peut subir, et plus libre par rapport à son futur. Voilà, maintenant nous allons découvrir ensemble chacun de ces ateliers. Dès janvier, nous commencerons
cette année 2023 avec Sophie Cohen, que la plupart d'entre vous connaissez bien. Elle fait plusieurs ateliers chaque année chez nous. Cet atelier, ce sera pour la gestion du poids et des troubles anxieux. Comme dit Sophie, ce n'est pas toujours évident de relier l'anxiété et la gestion du poids. Et pourtant, l'alimentation est un facteur très très important, un anxiolytique, comme peut l'être l'alcool dans d'autres circonstances. Et il est question ici pour Sophie de relier, de réassocier chaque patient avec son corps, avec ses émotions, de telle sorte que l'alimentation devienne un élément important et sain de sa vie. Alors Sophie a une grande expérience dans ce domaine-là. Elle va vous apporter à la fois des données nouvelles et puis vous faire travailler vous aussi pour faire ces réassociations et pouvoir aider vos patients qui sont nombreux avec des problématiques de poids, de corps, de santé. Voilà pour cet atelier de gestion du poids et de l'anxiété de Sophie Cohen. Voilà, les 9 et 10 février, nous allons rencontrer Stéphanie Delacour, psychologue, qui s'est beaucoup intéressée, qui continue à s'intéresser beaucoup évidemment à ce que le patient nous montre ou nous dit dans son corps, dans ses mouvements, dans sa respiration, dans ses attitudes, dans ses positions. Est-il penché en avant? Est-il sur le côté? Est-il figé? A-t-il les épaules rentrées ou pas? Toutes ces observations très fines corporelles qui sont autant de messages que notre patient nous envoie de manière spontanée et qui sont autant de pistes qui vont permettre de l'aider à évoluer. C'est très difficile de voir le psychisme d'un patient ou son mental. Par contre, nous pouvons accéder à son langage corporel. Et cette observation va permettre de mettre en œuvre une stratégie avec des évolutions aussi que nous pouvons observer. Et ce, dès la première rencontre. Mais aussi qui va permettre de mettre en place des techniques hypnotiques, voilà, qui vont s'appuyer sur les lois du corps, sur le langage intérieur, émotionnel, relationnel que le corps transmet. Et ça, c'est sûr, ça va vous permettre de voir chacun de vos patients d'une manière un peu différente, un peu nouvelle, et en fait beaucoup plus simple, quoi. Puisque vous allez vous appuyer avec ces patients et avec ces méthodes sur ce que le patient est et montre et dit là, tout de suite, ici et maintenant. Laure Martin est médecin anesthésiste, formé en hypnose depuis peut-être 20 ans maintenant, et qui a beaucoup axé son travail sur à la fois la personnalisation du soin, mais aussi la dimension de confort. Et Laure s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on fait un soin, en particulier un soin corporel avec du contact, eh bien, il y a un grand risque de générer une dissociation entre le corps et l'esprit, de créer de l'inconfort. Et une dissociation qui peut être durable à la fois dans le soin, mais bien au-delà du soin. Autrement dit, générer du confort et de la sécurité, ce n'est pas seulement là, tout de suite, maintenant, dans la minute, mais ça peut être aussi quelque chose de très important pour l'évolution du patient par rapport à ses difficultés. Et Laure a fait une rencontre il y a quelques années avec une psychomotricienne qui est spécialiste du toucher thérapeutique. Et ça l'a beaucoup plus qu'intéressé, peut-être même un peu surpris. J'ai aussi rencontré cette dame, et j'ai fait une initiation avec elle, et effectivement, selon la manière dont une main est touchée pour faire un pansement, ou comment le corps est
est mobilisé pour faire une toilette ou comment les draps sont installés, eh bien ça va générer des choses extrêmement différentes dans le vécu immédiat du patient. Et des choses très simples, c'est souvent vrai d'ailleurs, c'est souvent à partir de choses très très simples qu'on fait des grands changements. Et là on va vous apprendre à faire ça de différentes manières, et ça c'est utile pour tous les professionnels de santé qui ont des contacts corporels avec leurs patients. Que ce soit dans le monde de l'anesthésie, mais dans le monde des soins quotidiens, en kinésithérapie, en maternité, en médecine générale et autres. Voilà, comment penser l'inconfort comme un risque de dissociation, un risque important, et penser le confort comme un outil majeur de maintenir l'intégrité émotionnelle, corporelle, mentale de ce patient. Stéphane Charret est médecin anesthésiste. Il est bien plus que ça, puisqu'il est à la fois expert en hypnose, et ce depuis bien longtemps aussi, un de nos brillants formateurs, mais avant même de faire de l'hypnose, et depuis très très longtemps, il est expert en méditation. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, la question se pose, est-ce que la méditation c'est de l'hypnose, est-ce que l'hypnose c'est de la méditation? Et bien Stéphane va nous dire, d'une certaine manière, ça nous est un peu égal. Ce qui importe, c'est que ce soit utile. Mais grâce à sa compétence en méditation, il va vous apporter des outils complémentaires, des manières complémentaires un peu différentes de faire avec vos patients pour faire de l'hypnose, pour voilà, lui permettre de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Des choses très très importantes, très basiques comme il dit souvent, quelquefois même presque évidentes, et qui pourtant ne sont pas mises en œuvre et ne sont pas utilisées. Là encore, probablement, du fait de notre besoin ou de notre idée qu'il faut être extrêmement technique, extrêmement presque mécanique pour aider nos patients, alors que la méditation enseigne que c'est la présence ici et maintenant qui est essentielle. Et ça, Stéphane est vraiment très très fort pour nous transmettre ça et nous permettre de l'intégrer de manière assez rapide et grâce à cet atelier. Gaëlle Pommel est médecin généraliste. C'est le premier atelier qu'elle donne à Émergence. Elle s'est formée avec nous il y a déjà peut-être une dizaine d'années. Ensuite, elle a continué à se développer, elle est allée travailler aussi dans des établissements spécialisés en Angleterre. Et elle va vous aider peut-être à comprendre et à intégrer d'une manière différente la notion de sécurité. La sécurité. C'est vrai qu'on a toujours parlé dans l'hypnose des techniques de lieu-sûr corporelle, de lieu-sûr historique, etc. Mais ici, c'est peut-être aller plus au cœur de la notion de sécurité. Par exemple, elle vous expliquera comment des thérapeutes majeurs, il y a plusieurs dizaines d'années, dont Bowlby, parlait de la notion d'attachement. L'attachement, le lien qui se crée entre deux personnes, et en l'occurrence entre un parent et son enfant. Et ce lien ne peut se faire que s'il y a une sécurité qui s'installe. Comment le parent, et dans d'autres circonstances, le thérapeute, génère cette sécurité. Quand la sécurité est installée, les choses deviennent faciles. Les choses deviennent faciles parce que le patient se pose, s'ouvre, se calme, comprend ce qui se dit, fait confiance, l'alliance bien sûr, ça génère de l'alliance. Et
Et ici, la sécurité n'est plus seulement un mot comme ça en passant, c'est vraiment une notion cardinale, sans laquelle eh bien, rien ne peut se faire, et grâce à laquelle tout peut advenir. Frédérique Tronçon est psychologue, et elle a développé, en fait, on peut dire qu'elle a développé, comment dire, une notion qui est assez étrange finalement quand on y pense, c'est l'intelligence émotionnelle. En associant deux dimensions qui sont habituellement un peu séparées l'une de l'autre, l'intelligence, le quotient intellectuel, la réflexion, et l'émotion. L'émotion, le vécu, le ressenti dans le corps, dans la relation. Et pourtant, elle va nous parler d'intelligence émotionnelle. Elle va même nous dire plus, c'est que les émotions sont la voie vers le bonheur. Les émotions vont nous aider à évaluer nos limites, nos difficultés, nos blessures. Et les émotions vont aussi permettre d'évaluer l'évolution, la guérison, la transformation, le changement, la sécurité. Autrement dit, les émotions, c'est une dimension humaine, individuelle, interactionnelle, qu'il est plus qu'intéressant de prendre en considération. Alors, Frédérique va vous permettre et vous aider à vous focaliser sur ces émotions, les évaluer, les comprendre, aider votre patient à aller au-delà et à découvrir de nouvelles émotions, à intégrer de nouvelles émotions, un peu comme si c'était aussi une sorte de réassociation et de message, le message émotionnel comme quoi, eh bien, les choses évoluent, les choses vont mieux. Maintenant. Maryse Bénézet vient de Toulouse. C'est aussi un atelier tout à fait nouveau et aussi une orientation tout à fait nouvelle à Émergence, puisqu'elle va nous parler d'intégrité psychocorporelle. Alors l'intégrité, c'est quoi? Eh bien, c'est quand un organisme ou un système fonctionne avec toutes ses parties efficacement et donc toutes ses parties sans retouche. Certes, ça c'est joli à dire, mais la vie fait que les êtres vivants, parlons des êtres humains, eh bien, vivent des atteintes à leur intégrité. Accidents, chirurgie, amputation dentaire par exemple, ou autre, coma, blessures, et toutes ces choses-là vont mettre à mal l'intégrité. Or, si l'intégrité n'est pas restaurée, eh bien, l'organisme dans son entier ne peut pas fonctionner de manière satisfaisante. Et donc, comment restaurer cette intégrité, un fonctionnement intégré de toutes les parties qui sont là, qui sont vivantes, qui sont actives, comment, en quelque sorte, se défaire un peu de ce passé et faire le deuil de ce fonctionnement antérieur pour en fabriquer un nouveau. Et quand j'ai discuté avec Maryse pour imaginer cet atelier, enfin son atelier, ça m'a fait penser à ces arbres dans la nature. Ces arbres qui parfois sont abîmés ou cassés quelquefois gravement par un orage, la foudre, le vent. Et comment ils vont se régénérer. Comment les forces vivantes de cet arbre-là vont faire que de nouvelles branches vont pousser,
Et parfois, sauf si on regarde de manière très attentive, on ne se rend pas compte que cet arbre a été terriblement blessé et menacé dans sa survie. Et comment il a retrouvé une intégrité. Et pourquoi parfois on ne se rend pas compte? C'est parce que si on regarde de loin, on trouve que c'est un arbre normal. Si on regarde de près, on voit qu'il y a des grosses cicatrices. Et on voit qu'il y a aussi des grosses ressources de guérison. Voilà. Retrouver une intégrité nouvelle. Hélène Saunier est sage-femme. Toutes les sages-femmes ne sont pas femmes, mais Hélène est une femme. Dans toutes les plus belles acceptations qu'on peut mettre derrière ce mot-là. Une femme qui parle aux femmes enceintes. Hélène est sage-femme. Mais une femme qui parle aux hommes et qui apprenne aux hommes à mieux connaître les femmes. En ce sens, Hélène est une sorte de mission, presque philosophique de générer des liens meilleurs dans la relation entre les hommes et les femmes. Alors pour autant, dans cet atelier, elle va nous parler de femmes enceintes, de tous ces bouleversements qui sont générés par cette phase particulière de la vie. Comment cette femme va rester en sécurité, comment elle crée déjà le lien avec son enfant, mais comment aussi cette sécurité et ce lien vont être beaucoup affectés positivement, mais parfois de manière plus difficile par l'histoire. Son histoire à elle, comme adolescente, petite fille, mais aussi l'histoire de sa mère, de sa grand-mère, ou des grands-mères, c'est-à-dire les liens transgénérationnels qui vont s'activer, se réactiver, s'amplifier pendant cette phase de grossesse, pendant l'arrivée de ce nouvel enfant, dans un couple, dans un foyer, mais aussi dans une famille au sens plus large du terme. Et de penser et d'accompagner la femme dans toutes ces dimensions-là, va permettre de vivre une grossesse beaucoup plus simple, l'arrivée de cet enfant et de permettre de continuer à voguer sur la rivière de la vie et de permettre à cet enfant aussi de voguer dans de bonnes conditions sur cette nouvelle rivière de la vie. Un atelier pour les femmes, un atelier pour les hommes, un atelier pour tous ceux qui se sentent concernés par la transmission de la vie. C'est un atelier que Frédéric Berben a déjà présenté ici il y a 2 ans, peut-être à Paris aussi. Et comme tous ces ateliers qui reviennent, c'est que c'est un atelier très important et qui a permis aux participants de pouvoir aider de nouveaux patients, de mieux aider certains types de patients. Et ici, la focalisation que Frédéric propose, c'est avec les patients qui présentent des migraines. Beaucoup de gens présentent des migraines. Beaucoup de gens qui ont des migraines viennent nous voir. Et dans mon expérience, je sais que beaucoup de gens qui ont des migraines peuvent s'en débarrasser. Parfois, il y en a moins, mais elles peuvent disparaître complètement, les migraines. Je vais lire ce que Frédéric a écrit. La migraine est appréhendée ici comme une tentative désespérée de contrôler les émotions par la pensée. Contrôler les émotions par la pensée. Et plus encore, de penser la migraine comme un signe d'une dissociation entre le corps et la tête, le mental et le psychique.
Alors bien sûr, une fois qu'on a observé ça, qu'on a compris ce système-là, eh bien, Frédéric va vous apprendre avec l'hypnose, des techniques d'hypnose simples, des techniques d'hypnose plus structurées, mais aussi avec des techniques de méditation, de yoga, de respiration, à aider votre patient eh bien, à se rééquilibrer, à remettre en quelque sorte un flux vital qui va de nouveau aller du mental au corporel, de l'émotionnel au relationnel, du passé au futur, voilà. de rééquilibrer l'ensemble de ce système interne. Et qu'est-ce que c'est beau d'entendre un patient dire, ou une patiente dire oh, c'est incroyable, j'ai plus de migraine, ma vie est devenue différente. Donc, si ça vous intéresse, Frédéric est là pour vous. Voici un atelier que Sandrine Caron nous a déjà présenté il y a 3-4 ans, qui peut étonner, surprendre, et qui a beaucoup intéressé les participants. Sandrine Caron est aromathérapeute. Alors on dirait l'aromathérapie, le soin, l'hypnose, tout ça. Ouais. N'empêche que l'aromathérapie est quelque chose d'extrêmement étonnant. C'est une très vieille méthode de soin qui est utilisée dans beaucoup de services de santé. C'est très étonnant. Est-ce que ce sont les molécules qui constituent, qui créent l'odeur, ou est-ce que c'est la dimension émotionnelle de l'odeur, le bien-être que cette odeur va générer, peut-être les mémoires, les souvenirs, tout ça n'est pas toujours très bien expliqué. Mais en tout cas, on est au cœur d'une des dimensions de l'hypnose, puisqu'on dit à juste titre qu'il faut toujours s'intéresser au VACOG. Et dans le VACOG, il y a les odeurs. Or, les odeurs, je trouve qu'on ne les utilise pas toujours très bien dans le monde de l'hypnose. Et bien Sandrine va changer ça. Sandrine va changer ça, va vous faire rentrer dans un monde d'odeurs et vous apprendre en tout cas les bases de ce que peuvent générer les odeurs, les arômes peut-être même, pourrait-on dire, pour différents types de difficultés, différents types de besoins pour les patients. Donc une très jolie journée avec Sandrine et son sourire. Une des indications les plus fréquemment citées quant à l'usage de l'hypnose, c'est le sevrage tabagique. Et à juste titre. Ça fait maintenant plusieurs années que Sabrina Wodkowski nous présente son atelier pour aider les patients qui veulent se débarrasser du tabac. Et cet atelier a permis déjà peut-être des centaines de professionnels de santé d'aider des milliers de patients qui voulaient s'engager dans une vie sans tabac. Mais ça ne va pas de soi d'aider quelqu'un à arrêter de fumer. Il ne suffit pas de faire 2 ou 3 passes hypnotiques magiques pour que les choses changent comme ça. C'est un changement majeur. C'est un changement qui a besoin de durée. Et donc c'est un changement aussi qui peut rencontrer des résistances, des difficultés, générer des tensions. Donc ça doit se faire de manière très personnalisée. C'est pour ça qu'il y a une première séance qui est absolument décisive pour bien comprendre ce patient. Comme dirait Erickson, si vous voulez aider un alcoolique, vous devez connaître son alcoolisme à lui. Parce que chaque patient est différent, donc chaque processus thérapeutique va être différent.
donc je disais la première séance, mais aussi les techniques hypnotiques qui vont lui être proposées. Et quand c'est fait de manière très personnalisée, très précise, très juste, c'est très efficace. C'est très très efficace. Et donc, pour aider vos patients qui veulent arrêter de fumer. Venez voir Sabrina. Je lis. Pour Henri Bergson, l'intuition est la conscience dans ce qu'elle a de plus lumineux. Oh. L'intuition, la lumière. On dit aussi le sixième sens. Erickson était décrit comme un thérapeute intuitif. Eh bien, c'est un thérapeute et formateur que je connais très très bien, qui dirige de main de maître l'Institut de Lyon depuis des années. Guillaume Maté, qui va mettre l'intuition au cœur de son atelier. L'intuition, c'est ce que ressent le thérapeute par sa synchronisation, par son observation, par son expérience, l'expérience pour devenir intuitif, mais aussi l'apprentissage. C'est curieux de dire apprendre à être intuitif. Et pourtant, Guillaume va vous proposer des exercices, des expériences pour développer votre sixième sens. Et ce sixième sens sera précieux pour aider vos patients. Guillaume est kiné. Il va surtout orienter cet atelier vers les patients qui présentent des douleurs chroniques. C'est son orientation clinique principale. Mais l'intuition va aider tous les thérapeutes, qui que vous soyez, pour aider des patients qui ont bien d'autre chose que des douleurs chroniques. Et c'est très joyeux, c'est très excitant, très surprenant aussi de faire confiance à son intuition. Faire confiance à son intuition. Pas seulement faire confiance à ses connaissances formelles, intellectuelles, techniques. Faire confiance à ce qui apparaît là, à ce que le thérapeute va ressentir pour accompagner le patient, pour générer une transe immédiate, une transe simple, une transe active. Une transe active et simple et immédiate parce qu'elle est conduite par l'intuition. Mais l'intuition, ce n'est pas seulement quelque chose qui apparaît dans le monde intérieur du thérapeute, c'est quelque chose qui est généré par le patient. C'est lui qui met en route quelque chose de spécial à l'intérieur du thérapeute, au thérapeute de l'observer, de le ressentir, de s'en servir. Enfin bref, un vrai bonheur et d'intégrer, d'acquérir, de faire confiance à l'intuition, Voilà. Erickson disait, faites confiance à vos ressources, faites confiance aux ressources du patient, faites confiance à vos intuitions. Madame Teresa Robles, je dis bien Madame Teresa Robles, la doctora Teresa Robles, nous fait l'honneur de revenir faire un atelier de 3 jours au mois de mai en 2023. Qu'est-ce que Teresa va vous apprendre? C'est toujours un peu mystérieux ce que Teresa enseigne. La sagesse universelle, le goutte à goutte, des petites choses, de l'hypnose spontanée. Ça, c'est ce qui est écrit, quoi. C'est écrit dans le résumé, il faut bien faire un résumé. Mais pour tous ceux qui ont rencontré Teresa Robles, une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, c'est bien autre chose que Teresa transmet. Toutes ces choses qui ne sont pas faciles à dire, quoi, parce qu'elle le transmet
par son attitude, par ses gestes, par ses regards, par ses sourires, par ses silences, dans les démonstrations, dans les transes de groupe qu'elle fera avec vous. Il y a une chose qui est sûre, hein. À la fin de l'atelier, vous ne serez pas comme avant l'atelier. Chacun aura évolué, chacun à sa manière. Chacun va en garder quelque chose, chacun va l'utiliser d'une manière différente. Et c'est étonnant, moi je connais bien Teresa depuis bien longtemps, comment à chaque fois que j'ai pu suivre un atelier avec elle, je trouve que les choses sont plus faciles après. Voilà, je pense que c'est la force des très 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 grands thérapeutes, des très 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 grands formateurs, de nous rendre la vie facile avec nos patients, parfois les patients les plus difficiles. Ouais, c'est ça, de nous aider à rester en sécurité, à rester tranquille. Et à savoir que tout le temps, nous pouvons aider le patient à utiliser voilà, des ressources qu'on peut décrire ou pas toujours, que Teresa appelle souvent la sagesse universelle. Qu'est-ce que c'est que la sagesse universelle? Et vous le saurez en venant voir Teresa. Au mois de février, à Paris, Frédéric Berben va nous parler du sommeil. Qu'est-ce que c'est bon de bien dormir? Qu'est-ce que c'est bon de dormir, de rêver, de récupérer, de se réveiller en allant bien, physiquement, mentalement, dynamique. Qu'est-ce que c'est bon? Et pourtant, il y a tellement de gens qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas ce que c'est, ou si peu, ou rarement. Les troubles du sommeil sont variés, il y en a plusieurs formes, hein, depuis des insomnies graves jusqu'au réveil fréquent, etc. Mais en tout cas, il est très rare que les patients que je rencontre, ceux qui sont déstabilisés, perturbés, bloqués, figés, enfermés, il est très rare, je disais, qu'il n'y ait pas des troubles du sommeil associés. Alors aider un patient à retrouver le sommeil peut devenir un axe majeur dans le soin. Parce qu'un patient qui va se remettre à dormir, ou qui va récupérer, qui va retrouver du sommeil, va retrouver aussi des forces de vie, des forces de guérison, des ressources, des idées, de la créativité. Enfin bref, il va retrouver tout d'un coup tout ce dont il a besoin pour aller bien. Alors on ne va pas toujours travailler avec un patient par rapport au sommeil, il y a différents axes de travail qui vont être possibles. Il y a toujours plusieurs possibilités avec chaque patient. Mais évaluer sa fonction sommeil pour savoir s'il dort mieux, plus longtemps, plus tranquillement, s'il se couche plus facilement, s'il se réveille mieux, eh bien, c'est un excellent critère pour savoir soit qu'il va bien, soit qu'il est en train d'aller bien. Ce changement-là ou cette récupération de la fonction sommeil, c'est un message extrêmement puissant. Alors comment faire? Comment faire par rapport au sommeil? Eh bien, Frédéric va vous apprendre à utiliser de l'hypnose, de la méditation, de la cohérence cardiaque, des techniques qui sont issues du yoga. Il va mixer tout ça pour que vous ayez des outils les plus adaptés, les plus ajustés pour chaque patient. Et quand je dis chaque patient, il n'y a pas besoin d'être malade, il n'y a pas besoin d'être en nécessité de rencontrer un thérapeute pour avoir des troubles du sommeil.
malheureusement, beaucoup de professionnels de santé aussi ont des perturbations du sommeil. Et si vous récupérez votre sommeil, eh bien, ce sera bien pour tout le monde. Merci Frédéric. Au mois de mars 2023, j'aurai l'honneur de vous présenter un nouvel atelier à Paris. Je l'ai déjà donné l'année dernière à Rennes. Et l'objectif, c'est de vous aider à utiliser simplement, voire très simplement l'hypnose. Bien sûr, pour bien utiliser l'hypnose, il faut apprendre un certain nombre de techniques, de processus, de protocoles, de manières de faire. Mais je me suis rendu compte au fil du temps qu'à côté de ces techniques qu'on appelle les transformelles, j'utilise de plus en plus, je me suis mis à utiliser de plus en plus, ça s'est fait comme ça, eh bien des trans peut-être assez différentes, quoi. Assez différentes. Ce que j'appelle aujourd'hui des micro-trans. C'est quoi une micro-trans? C'est une transe. Une transe, c'est un état modifié de conscience qui permet de se connecter immédiatement à ses ressources internes, à ses valeurs ou à ses expériences. Évidemment, on va parler de micro-trans positives ou agréables. Pendant ces quelques secondes ou un peu plus, si c'est une métaphore, elle va durer un peu plus longtemps, eh bien, la personne qui est avec nous se déconnecte de son environnement, de son monde réel. Donc il y a bien une transe. Dans une première séance, je ne sais pas, en une demi-heure, il y a peut-être 10, 15, 20, 30 micro-trans qui peuvent être initiées, c'est-à-dire 30 mini-séances d'hypnose. Souvent, les gens, quand ils reviennent dans une deuxième séance, ils disent « C'est bizarre parce que c'était pas pareil après. C'était pas pareil après cette première séance. On n'a pas fait d'hypnose, hein ?» Bah, non, on n'a pas fait d'hypnose, non. Non, on a juste discuté, on a juste fait une évaluation. Et pourtant, qu'est-ce que cette première séance est thérapeutique? Je pense que c'est quelque chose qui commence à se rapprocher de ce qu'Erickson faisait, qu'on a appelé dans un premier temps hypnose sans hypnose, puis on a appelé hypnose conversationnelle, ce qui est un petit peu excessif, je trouve. Mais en tout cas, l'utilisation et la mise en œuvre de trans au pluriel, multiples, ici et maintenant et au fil de la rencontre. Alors, ces micro-trans, ce ne sont pas les seules formes de trans que nous allons étudier. Nous allons étudier et les pratiquer. Des trans de sécurité, des trans de changement, des trans métaphoriques, des trans conversationnelles. Et chacun d'entre vous va jouer des rôles. Jouer des rôles, rentrer dans la peau de 2 ou 3 patients, on verra, et bien, avoir un thérapeute qui va s'occuper de vous, une première séance, une deuxième séance, une troisième séance, pour travailler la continuité du soin, comme ça, d'une séance à l'autre, et pas seulement un petit bout d'une séance, un petit bout d'une technique, mais quelque chose de complet, depuis le moment où on se dit bonjour jusqu'au moment où on se dit au revoir, parce que depuis le moment où on se dit bonjour jusqu'au moment où on se dit au revoir, on peut mettre en œuvre des trans hypnotiques. Trans hypnotique, ça veut dire qu'il y a une intention, ça veut dire que c'est volontaire de la part du thérapeute, ça veut dire qu'il y a une interaction, une synchronisation. Et dès qu'on a commencé à toucher à ça et à goûter à ça, ça devient très simple, très très simple. Voilà, à bientôt, à Paris, au mois de mars. Au mois de mai, à Paris, ben vous allez avoir le plaisir de pouvoir retrouver Bruno Dubos. Alors, présenter Bruno, est-ce encore bien nécessaire? Un des meilleurs thérapeutes et formateurs en France, ça c'est sûr. Bruno, depuis longtemps, s'est intéressé à des troubles graves du comportement alimentaire qui s'appellent anorexie et qui s'appellent boulimie. Alors bien sûr, il y a des formes extrêmes.
d'anorexie, de boulimie. Il y a des formes plus modérées qui peuvent être moins visibles. N'empêche que quand ce système vivant concernant le maintien de la vie par l'alimentation est déréglé, eh bien ça traduit une perturbation certaine, forte, intense, en tout cas une sorte de quelque chose qui s'est figé, bloqué, arrêté, et d'une dissociation entre différentes parties de cette personne-là. C'est jamais anodin, quoi. C'est jamais anodin. Et c'est pas toujours facile à soigner. C'est pas toujours facile d'aider ces patients-là, parce que ce sont des dissociations qui peuvent être très très intenses. Sur le plan psychologique, elles ne sont pas toujours faciles à repérer, mais elles sont là sur le plan corporel. Elles sont là, ici et maintenant, et votre patient vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette dissociation-là par son corps. Encore faut-il l'observer, 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 et l'observer, et l'observer, et l'observer. Et cette capacité d'observation, c'est un véritable outil. C'est un outil fondamental pour apprendre des choses, ressentir des choses, se mettre en phase avec ce patient-là. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Il y a l'observation générale, les micro-observations, l'observation de respiration, l'observation du visage, l'observation de la démarche, l'observation de la manière de s'asseoir. Enfin, ça demande une intention très très forte de la part du thérapeute. Mais quand c'est fait, ça, alors que ce soit d'ailleurs avec le patient seul ou en couple ou en famille, et les observations seront différentes, eh bien, ça permet de mettre en œuvre des techniques de soins très adaptées, très pertinentes dans le corps. C'est le corps qui montre qu'il y a cette perturbation. Par le corps, le soin devient plus facile. Et Bruno a développé ça de manière remarquable. Il a d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. Et vous ne verrez plus jamais, jamais, jamais vos patients qui ont des troubles du comportement alimentaire de la même manière. Et vous saurez les aider. Vous les aider à se débarrasser de ce truc-là, quoi, et à rentrer dans un monde beaucoup plus ouvert, épanoui, sain et joyeux. Et puis Bruno va vous faire rire en plus, parce que c'est un atelier qui sera joyeux. Oh bah